Tu as 13 ans. Tu gagnes 50 € par jour. Tu fais le guet. Ce n'est pas encore de deal. C'est juste regarder si la police arrive et envoyer un message quand c'est le cas. 50 € pour ça. Ta mère gagne 1400 € par mois pour travailler 8 heures par jour. Tu fais le calcul assez vite. Tu as 13 ans. Un téléphone à 20 €. Et un mot à envoyer si tu vois quelque chose. C'est tout. Ton travail, c'est d'exister à un endroit et de regarder. Les flics, les bagnoles inconnues, les gens qui traînent trop longtemps. Si tu vois quelque chose, tu envoies un mot. RAPS, DHL, selon le code du quartier. 50 € par jour. Parfois, sans le week-end. Tu ne touches pas à la marchandise. Tu ne connais pas les fournisseurs. Tu ne sais presque rien. C'est exactement ce qu'on veut que tu sois. Quelqu'un qui ne sait presque rien. Si tu te fais choper, tu es mineur. La peine sera légère. C'est pour ça qu'on recrute des mineurs. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Tu ne comprends pas encore que tu es remplaçable. Il y a 20 gamins dans le quartier qui feraient le même travail pour le même prix. Tu n'es pas spécial. Tu es utile. C'est différent. Tu as 15 ans. Tu connais maintenant les visages. Les habitués, les nouveaux, ceux qui sentent pas bon. Tu as un instinct qui s'est développé sans que tu l'aies vraiment décidé. On te donne plus de responsabilités. Pas encore la marchandise, mais la coordination. Tu gères 2 ou 3 autres guetteurs plus jeunes. Tu leur expliques les codes. Tu leur montres comment regarder sans avoir l'air de regarder. 80 € par jour. 120 le week-end. Tu commences à connaître les noms. Pas les vrais, les surnoms. Personne n'utilise les vrais noms. Pas par paranoïa, par habitude. Dans ce monde, les vrais noms sont une monnaie qu'on ne dépense pas facilement. Tu es toujours mineur. Tu es toujours protégé par ça. Plus pour longtemps. Tu as 17 ans. Tu touches enfin à la marchandise. Le shotter, c'est celui qui vend directement, qui remet le produit en main propre, qui encaisse l'argent. C'est le niveau le plus exposé de toute la hiérarchie. Tu es en bas de la pyramide, mais tu es celui que la police voit. Un soir de novembre, il est 23 heures. Il fait 5 degrés. Tu es debout depuis 16 heures. Un client arrive que tu ne reconnais pas. Il insiste sur les prix. Il pose trop de questions. Tu lui vends quand même parce que le mois a été mauvais et que tu dois rendre des comptes demain. 2 heures plus tard, tu es en garde à vue. L'inconnu était un indique. Tu avais 17 ans et 2 mois. Ta majorité dans 6 semaines ne t'aurait pas sauvé, mais ça aurait changé les peines. 6 semaines. Le travail est physique, debout des heures, par tous les temps. Les clients arrivent à n'importe quelle heure. Certains soirs, tu finis à 3 heures du matin. Tu gagnes entre 1500 et 2000 € par mois. En liquide. Pas de fiche de paye. Pas de congé payé, pas de sécu, et tu prends tous les risques. Si la police interpelle, tu es celui qui a la marchandise. Pas le chef, pas le fournisseur. Toi. Le shotter est la pièce sacrifiée du jeu. Il y en a toujours un nouveau pour remplacer l'ancien. Tu as 20 ans. On te confie un point de deal. Pas le quartier entier. Un point. Un endroit précis avec ses horaires, ses clients réguliers, ses règles. Tu gères maintenant 2 ou 3 shotters sous toi. Tu assures le réapprovisionnement depuis le stock. Tu comptes l'argent à la fin de chaque journée. Tu rends des comptes à l'échelon au-dessus. Si les chiffres ne correspondent pas, c'est toi qui réponds de la différence. Pas tes shotters. Toi. Ta rémunération, entre 3000 et 5000 € par mois. En liquide. Toujours. Le problème commence ici. Avec autant de liquide, tu ne peux pas tout mettre sous ton matelas. Tu commences à investir. Des fringues, une bagnole, des cadeaux pour ta famille. Tout en cash. Ou presque. Les enquêteurs appellent ça le train de vie inexpliqué. Un jeune homme de 20 ans, sans emploi déclaré, qui roule en BMW et qui part en vacances à Dubaï. C'est un signal. Tu le sais. Tu fais attention. Pas assez souvent. Et ta mère qui se demande d'où vient l'argent et qui ne pose pas vraiment la question parce qu'elle a peur de la réponse. Elle a accepté des 500 € que tu lui as glissés le mois dernier. Elle a refait la cuisine. Elle ne t'a pas demandé d'où ça venait. L'argent a cette propriété dans les familles pauvres. Il ferme des questions qu'on aurait préféré poser. Le responsable de point doit aussi gérer des conflits. Si un client ne paie pas, si un shotter pique dans la caisse, si un autre réseau empiète sur ton territoire. Ces situations ont des solutions. Ces solutions ne ressemblent pas à celles du monde légal. Tu as 23 ans. Tu ne touches plus à la marchandise. C'est la règle fondamentale à ce niveau. Plus tu montes, moins tu es exposé directement. C'est la logique de toute organisation. Tu gères plusieurs points de deal. Peut-être 3, peut-être 5 selon le quartier. Tu as des responsables de points sous toi.
Tu reçois l'argent consolidé. Tu gères les approvisionnements depuis les grossistes. Tu arbitres les conflits entre points. Ton revenu mensuel, entre 10 000 et 30 000 euros. En liquide, le problème du blanchiment devient central. Le kebab du coin, qui fait 2 000 euros de chiffre d'affaires, déclare 40 000 euros. Des voitures achetées cash par des proches. Les petits commerces qui tournent à perte officiellement et qui lavent l'argent dans leur comptabilité. Ce n'est plus du deal. C'est de la gestion. Tu as aussi des nouvelles responsabilités que personne ne t'a expliquées. La gestion de la peur. Les gens sous toi ont peur de toi. Pas parce que tu es violent, peut-être même que tu ne l'as jamais été, mais parce que le système dans lequel tu opères a une réputation qui te précède et t'entoure. Tu n'as pas à menacer. Ta position menace à ta place. C'est confortable et inconfortable en même temps. Tu connais maintenant assez de monde pour que ta disparition ou ton arrestation affecte beaucoup de gens. Des gens qui ont des méthodes pour s'assurer que tu ne parles pas. Sortir à ce niveau n'est plus une question de volonté. C'est une question de négociation et de chance. À un moment, tu ne fournis plus un quartier. Tu fournis des quartiers. La différence n'est pas que quantitative. Elle est qualitative. Tu changes de monde. Tu n'habites plus dans le quartier où tu travailles. Tu n'y mets presque plus les pieds. Si quelqu'un dans ce quartier doit te voir, il vient à toi. Tu fournis plusieurs réseaux différents. Tu n'es pas leur patron. Tu es leur fournisseur. La nuance est importante. Légalement et physiquement. Tu achètes en grande quantité, directement à des importateurs ou à des intermédiaires proches des cartels. La marchandise arrive en France par container maritime, par voiture, par avion, par des femmes qui ingèrent des ovules. Tu connais le prix du kilo de cocaïne, environ 30 000 euros au niveau grossiste en France. Le même kilo revendu en grammes rapporte 100 000 euros. Tu comprends d'où vient la marge. Ton environnement quotidien ressemble de moins en moins à ce qu'on imagine quand on pense dealer. Pas de capuche, pas de caillasse, un appartement propre, une voiture ordinaire, une discrétion totale. Tu ressembles à quelqu'un qui travaille dans les assurances. C'est exactement ce que tu veux. Tu n'es plus en France en permanence. Tu as des connexions au Maroc, en Colombie, aux Pays-Bas. Tu parles de livraison en tonnes, pas en kilos. Un soir, tu attends des nouvelles d'un container. Il vient du port d'Anvers. 30 tonnes de bananes. Dans les bananes, plusieurs centaines de kilos de cocaïne. Tu attends l'appel qui confirme que tout s'est passé comme prévu. Ton téléphone est chiffré. La conversation durera moins de 30 secondes. Un mot suffit. Ces 30 secondes valent plusieurs millions d'euros. À ce niveau, tu n'as jamais touché une dose de drogue de ta vie. Tu es un logisticien. Tu gères des flux, des transports, des contacts, des paiements internationaux. Si tu te retrouves dans un tribunal, les avocats que tu payes 500 euros de l'heure construisent une défense sur cette réalité. Le paradis fiscal aux Caraïbes. Le banquier qui ne demande pas d'où vient l'argent. La holding enregistrée à Dubaï. Tu n'es plus dans l'économie souterraine. Tu en es à la frontière avec l'économie légale. Cette frontière est plus poreuse qu'on ne le croit. Tu n'existes pas officiellement. Personne dans la chaîne ne connaît ton vrai nom. Peut-être 3 ou 4 personnes au monde savent qui tu es vraiment. Tu ne donnes pas d'ordre directement. Les ordres passent par des intermédiaires qui passent par d'autres intermédiaires. Si quelqu'un est arrêté en bas de la chaîne, la distance entre lui et toi est telle qu'aucun enquêteur ne peut la parcourir. Tu vis à Dubaï, ou au Maroc, ou dans un pays sans extradition avec la France. Tu as des propriétés, des comptes, des entreprises légitimes. Ta fortune est officiellement propre. En France, tu as peut-être une femme et des enfants dans un quartier résidentiel qui croient que tu travailles dans l'import-export. C'est vrai, dans un sens. Le gamin de 13 ans qui faisait le guet ne sait pas que tu existes. Tu ne sais pas qu'il existe. La pyramide est hermétique par design. Chaque niveau ne connaît que le niveau immédiatement au-dessus. Tu n'es pas un caïd de banlieue. Tu es le PDG d'une entreprise qui génère des centaines de millions d'euros par an. La seule différence avec un PDG légal, c'est que tes actionnaires règlent leurs différends différemment. Et que si tu fais un faux pas, il n'y a pas de golden parachute. Du guetteur à 13 ans au patron fantôme. 8 niveaux, une pyramide. Ce n'est pas une vidéo sur les dealers, c'est une vidéo sur un système. Un système qui recrute des gamins de 13 ans parce que le calcul économique est rationnel, dans les endroits où les options sont limitées. La question que tu dois te poser, ce n'est pas pourquoi ils font ça, c'est pourquoi le système crée des endroits où faire ça est la décision la plus rationnelle qu'un gamin de 13 ans puisse prendre.